Camille Appart, bonjour. Nous sommes dans le cadre du festival Quartier du Livre, librairie éphémère. Et vous avez écrit un très beau livre qui s'appelle No Woman's Land, aux éditions Les Arènes. No Woman's Land, c'est un livre témoin. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'histoire de ces femmes qui viennent du Salvador, du Guatemala et du Honduras et qui vont aux États-Unis. En fait, pour aller aux États-Unis, elles ne doivent pas seulement traverser la frontière qui sépare le Mexique des États-Unis, mais elles doivent parcourir environ 3000 km, même plus, pour arriver à cette dernière frontière. Et en fait, je raconte le parcours de ces femmes qui fuient la violence et la pauvreté, et je les suis sur cette route de la migration jusqu'à la frontière avec les États-Unis et même à l'intérieur des États-Unis. Ce sont souvent des femmes qui sont très jeunes, des mères célibataires, et qui veulent une vie meilleure. Et on a toujours l'idée que la migration est plus masculine. Et en fait, là, on voit des femmes qui voyagent seules, qui prennent leur vie en main, qui veulent évoluer dans leur vie et qui risquent leur vie pour arriver aux États-Unis. En fait. Ces femmes sont en danger, donc comme vous dites, elles risquent leur vie et elles en meurent. Et on appelle ça, je crois, fémicide. Oui. Ce meurtre, entre guillemets, des femmes, cet assassinat des femmes. Et vous dites dans votre livre, il faut nommer les choses pour qu'elles existent. Et vous dites, il faut dire la couleur de leurs cheveux, ce qu'elles portaient quand elles sont parties. Tout ce qu'ils doivent faire, qu'elles ne partent pas anonymes, qu'on oublie. Pourquoi vous insistez sur ces détails? C'est elles-mêmes en fait qui m'ont donné ces détails quand je les ai rencontrées, parce qu'elles étaient très choquées justement que personne ne les voit quelque part et que personne ne voit justement ces femmes qui disparaissent comme ça sur le parcours, que personne ne les aide. Et donc souvent, il y en avait une qui parlait d'une amie, si elle acceptait de témoigner dans ces conditions, puisqu'on était sur le trajet, c'était pour parler au nom d'une amie qui avait disparu. Et donc elle me disait, écoutez, leur façon de parler de leur amie, c'était comme un rapport de police. Elle portait tel t-shirt rose, elle avait des baskets quand je l'ai vue, et elle voyageait avec un sac à dos jaune, et elle donnait tous les détails de comment elle s'était habillée. C'est quelque chose que j'ai remarqué plusieurs fois quand elles parlaient de leurs amis qu'elles avaient croisés sur la route et dont elles n'avaient plus de nouvelles. Elles espéraient que je donne l'alerte. Elles espéraient encore que quelqu'un s'intéresse un peu à leur sort. Ce que je trouve très beau, cette façon de décrire. Déjà pour votre lecteur, qui lui-même, elles prennent corps, elles prennent image. Et en même temps, on a l'impression que c'est un appel à enlèvement. Quand on décrit quelqu'un qui a été enlevé, il y a ces deux côtés, peut-être des familles et du lecteur, qui devraient se croiser pour que ces femmes ne s'effacent pas. Le féminicide est quelque chose de terrible. Que pouvez-vous nous dire sur votre expérience de journaliste? Parce que vous êtes journaliste et vous avez été, ce n'est pas du tout un roman, je veux dire un livre que vous avez écrit comme ça. Moi j'ai entendu ce mot la première fois sur les femmes qui ont disparu à Ciudad Juárez dans les années 90. Donc déjà autour des années, à la fin des années 90, donc début 2000, on parlait des féminicides ou des fémicides à Ciudad Juárez, qui est une ville frontière avec les États-Unis. On parlait de ces femmes déjà migrantes qui venaient du sud et qui venaient travailler dans ces usines à la frontière des États-Unis. Et j'avais été très marquée par cette histoire de disparition de femmes. C'est la première fois que j'entendais ce mot. Mais quand j'ai commencé mon enquête, je voulais parler surtout des viols dont étaient victimes les femmes migrantes, parce qu'il y a un rapport d'Amnesty qui disait que 6 sur 10 se font violer sur le trajet, au point qu'elles s'injectent un contraceptif avant de partir. Et je ne pensais pas qu'à la fin de ce grand parcours que j'ai fait avec elles, j'allais être dans une histoire de féminicide, parce que je ne pensais pas qu'elles disparaissaient, qu'elles étaient assassinées de cette façon. Et c'était 5 ans d'enquête, plusieurs voyages, et le dernier voyage, je l'ai fait dans la banlieue de Mexico, et je me suis rendu compte que même les Mexicaines qui ne vont pas à la frontière sont assassinées juste parce que c'est des femmes qui veulent aller à l'école, qui sortent de leur maison, en fait, tout simplement, elles sortent de chez elles. Rien que le fait de marcher dans la rue, ça les expose à être assassinées, violées, étranglées, torturées. Et donc ce dernier reportage que j'ai fait à 20 minutes du centre de Mexico, c'était comme à Ciudad Juárez. Et d'ailleurs j'ai croisé la mère d'une des premières jeunes femmes disparues à Ciudad Juárez, la mère d'Alexandra qui est morte justement, qui travaille dans une usine et qui a été enlevée puis assassinée. Et elle essayait d'aller voir des lycéennes et des universitaires pour les aider, parce que ça faisait déjà 2 décennies qu'elle luttait contre ça sans qu'on l'écoute. Et elle était très triste de voir que le féminicide, au lieu de... Enfin, elle avait lutté pour qu'on lutte justement contre le féminicide, et elle voit que c'est devenu une banalité pratiquement. Puisque quand elle faisait sa conférence... Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, qu'il y a quelque chose de terrible. C'est qu'un mode de violence est installé et que ça devient comme un mode de vie. On ne fait plus attention. Ouais. C'est effrayant. Vous avez aussi dans votre livre des mots que j'ai découverts, comme le mot tonk, cette
c'est le tonk, je crois que c'est le bruit que fait un corps quand il tape contre les barbelés électromagnétiques de la traversée. Ouais, Et les gens reconnaissent ce bruit, c'est effrayant, ces mots ouais. bruit. Oui, c'est bruit et cette frontière, justement, si on parle d'actualité, je pense à une jeune femme qui s'appelle Claudia Patricia Gomez, qui venait de traverser la frontière, jeune femme de 20 ans, qui a été assassinée par la patrouille frontalière directement comme ça, parce que maintenant, avec des discours comme ça, de dire que les migrants sont animaux, bah, la patrouille frontalière tire sur eux comme sur des animaux, et ça a été enregistré sur Facebook direct, et on entend le policier qui dit bah voilà ce qui vous arrive pour traverser la frontière. Donc on est arrivé à un niveau en fait où les choses empirent depuis la fin de l'écriture de mon livre. Les choses ont beaucoup empiré au Mexique, elles ont empiré à la frontière des États-Unis et du Mexique. Donc on utilise sciemment les images d'horreur pour dissuader les autres. Exactement. Je voulais aussi me pencher sur cette idée terrible de caution sexuelle. Ces femmes savent qu'elles vont probablement être violées. Elles veulent un avenir meilleur, soit pour elles, soit pour leurs enfants, souvent pour leurs enfants aussi. Et parfois on les garde, et ce sont les passeurs eux-mêmes ou les gangs qui font traverser leurs enfants tant qu'elle est là en tant que caution en quelque sorte. Et c'est une caution sexuelle souvent. Exactement. On les fait travailler dans les bordels. C'est terrible d'être une caution sexuelle. Oui, elles savent déjà, parce qu'elles s'injectent ce contraceptif, qu'elles vont servir de caution sexuelle. C'est le sexe comme passeport en fait. Et c'est un peu une expression qu'elles utilisent. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup émue. Votre livre est en français et vous utilisez des mots comme rajar, qui veut dire fendre. Ça ne veut pas dire la rage, comme on croit au début en le lisant. Il y a aussi ce passage où vous dites quelque chose aussi qui est très beau. La Toussaint veut qu'on répande les pétales de Chempachoulichiles sur le pas des portes. Mais les mères des disparus détournent la tradition et répandent les pétales sur les ponts routiers, le long de la voie ferrée. Et depuis peu de temps, cette revendication en forme de banderole. Mexicaines ou centra-américaines, ouvrières ou migrantes, en couple ou mères célibataires, prostituées puis assassinées, mais présentes. Une façon de ne pas les voir effacées. Vous, à votre avis, pourquoi cette inconscience, entre guillemets, du monde? Pourquoi les médias ne s'intéressent pas à ça? Pourquoi ces femmes meurent dans ce silence atroce? Elles sont vraiment invisibles, même dans la société mexicaine. Même à 20 minutes de Mexico, beaucoup de personnes vivant au Mexico ne sont pas au courant. J'arrive pas, moi, c'est pour réagir contre ça que, bien sûr, j'ai fait ce livre, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi cette invisibilité. Elles sont même pas un chiffre, parce qu'il n'y a pas de statistiques sur les migrantes, donc elles sont même pas un chiffre. C'est absolument... Vous êtes une journaliste engagée. Aujourd'hui, votre engagement, parce que je crois que vous ne pouvez plus partir, je pense que vous êtes en danger vous-même si vous partez là-bas. Moins que les journalistes mexicains, parce que voilà, je voulais dire, les journalistes mexicains, aujourd'hui, il y en a un qui est assassiné par mois, il y en a beaucoup qui arrêtent de travailler en silence. Donc c'est plutôt eux qui sont visés, et donc c'est nous, les journalistes étrangers, qui pouvons justement être solidaires et transmettre ce qui se passe, parce qu'ils le feront peut-être plus tard, si la situation s'améliore. Moi, je pense pas que je sois vraiment menacée, mais c'est moi plutôt qui sens que j'ai besoin de prendre un peu de recul pour le moment, et voilà, c'est pour ça en fait. Ce que je trouve fascinant dans ce livre, c'est que vous en parlez comme des gens qui sont vivants, qui vont revenir, même ceux qui ne sont pas encore partis. C'est comme si le destin était comme ceux de tout le monde. Vous parlez de leur potager, vous parlez des arbres fruitiers, vous parlez des maisons camouflées dans la verdure. Tout ça nous donne une impression pas de loin. Et en même temps, on est très loin de ce qui se passe là-bas. Vous avez voulu exprès donner cet ancrage qui pourrait nous ramener à nos réalités nous-mêmes. Oui, nous donner des détails qui font qu'on voit, qu'on sente la personne, qu'on s'identifie aussi à ces femmes et même à ces mères de disparus. Moi, ça m'a bouleversée de rencontrer à un moment donné les mères justement qui vont sur le trajet chercher leur fils ou leur fille migrant qui a disparu et qui refont tout le parcours tous les ans. Et ouais, ça fait penser aux mères de la place de mai en Argentine. Voilà, c'était une rencontre très forte. Je me souviens de Maria Oreña, qui était une femme incroyable, qui cherchait sa fille Clementina, qu'il avait même été allé chercher dans un bordel, qui avait fait toute une enquête et qui l'avait pratiquement retrouvée, mais qui n'a pas été aidée, voilà, parce que la police est corrompue et ils ont décidé de ne pas l'aider. Donc en fait, voilà. Il y a aussi, vous parlez de cette barrette, que parfois il y a une histoire de barrette que la mère avait gardée, je crois, comme si sa fille était vivante. Et là aussi, on a l'impression que il garde
comme un espoir. Ouais. Mais au fond, elles savent qu'elles sont peut-être... Ouais, elles ne mais reviendront pas. leur espoir, c'est incroyable parce qu'elles les cherchent. Elles font vraiment tout ce qu'elles peuvent pendant des années pour les chercher, se mettant en danger elles-mêmes. Et ouais, elles gardent toujours l'espoir. C'est vrai qu'on a une personne disparue, on espère toujours qu'elle revienne tant qu'on n'a pas vu son corps, tant qu'on n'a pas pu faire le deuil, l'enterrer. C'est une des plus grandes cruautés. Et vous parlez de la solidarité des femmes, parce que quand elles ramassent, le mot ramasse n'est pas péjoratif, mais quand elles ramassent une personne qui a pu se chafouiller ou qui est dans un état pas bien, terrible, elles la soignent avec ce qu'elles ont à la maison, des fruits, de l'eau, des cataplasmes de plantes. Oui, c'est très émouvant. Ouais, ces femmes de Veracruz qui ont vu ce train passer et qui ne savaient pas trop ce qui se passait avec ces personnes perchées sur les toits. Et finalement, un jour, elles ont décidé, quelqu'un leur a demandé directement de l'eau, du pain, et elles ont décidé de s'organiser pour donner leur avocat de leur potager, l'eau de leur pluie à ces migrants qui passent sur le toit des trains. Donc c'est de la solidarité spontanée et elles le font chaque jour, quoi. Et comment vous voyez l'avenir à ce niveau-là? Parce qu'on voit que tout ce qui est, surtout dans cette région, cette frontière, c'est comme si on avait reculé le seuil de tolérance possible, en quelque sorte, même de voir les horreurs. Comment vous voyez les choses? Vous qui êtes allé là-bas? La situation empire, je la vois de loin parce que ça fait 1 an et demi que j'ai pas été. Enfin, j'étais au Salvador, le dernier voyage que j'ai fait, j'ai pas pu travailler. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait une pause, j'ai pas pu travailler parce que c'est très difficile. Dans ces pays-là, les gangs surveillent tout, les gens sont sous surveillance et ils n'ont aucune liberté. Et donc, les gangs sont les passeurs aussi. Les gangs, oui, les gangs en Amérique centrale, c'est des bandes de mafieux qui demandent des extorsions à tous les habitants et qui les contrôlent totalement et qui contrôlent les femmes, les violent, les prennent pour épouses forcées. Enfin, c'est vraiment un régime de terreur au Salvador, au Honduras, au Guatemala. La vie ne vaut absolument rien et donc c'est très difficile d'enquêter. Donc je pense que la situation elle empire. Au Mexique, il n'y a jamais eu autant d'homicides que cette année, autant d'assassinats de journalistes que cette année. C'est vraiment la situation a empiré à un point que j'aurais jamais imaginé en écrivant ce livre. Sur ce livre, il y a comme une famille. Et je sais que je crois que quelqu'un a déjà disparu de cette photo. Oui. Dans cette famille, si ouais. Ça, c'est Jessica Melendez. C'est la photographe Isabelle Munoz qui a photographié aussi les migrants et les migrantes sur la route donc pour les États-Unis. Et elle a croisé Jessica Munoz qui lui a dit « La vie vous maltraite parfois ». Et elle n'avait aucun espoir vraiment sur la vie, mais elle avait fui avec son petit frère et ses deux enfants. Et en fait, Isabelle Munoz, la photographe, a su qu'à l'étape suivante, Jessica Melendez s'était fait kidnapper alors qu'elle avait déjà lutté contre des kidnappeurs en les poussant sous les roues du train. Elle avait déjà lutté 1000 fois pour ne pas se faire violer. Elle fuyait elle-même la violence. Et finalement, elle le disait, c'est sans espoir. Jessica, elle le disait. Et en effet, elle n'a pas eu de nouvelles depuis. Et on ne sait pas ce que sont devenues ces femmes qui disparaissent sur la route. Aujourd'hui, vous qui quand même avez vu tout ça de près, puisque vous l'avez vécu, encore une fois, ce n'est pas un témoignage de loin, qu'est-ce que vous aurez à dire dans ce festival Quartier du Livre, où le livre est à l'honneur, bien sûr, et ce festival qui est quand même un festival d'un quartier, on revoit mai 68, etc. Bien sûr, ce sont tout à fait différents, c'est très différent. Mais si vous aviez un message à passer, non pas un message vraiment pour ces femmes, qu'est-ce qui peut être fait pour ces femmes? En fait, ce festival, ça donne de l'espoir parce qu'elles-mêmes, ça leur donnait de l'espoir de témoigner. Elles disaient, je voudrais témoigner. Elles disaient vraiment, je voudrais témoigner pour d'autres personnes, partager mon expérience. Et voilà, les livres, c'était un peu un mémorial de ces femmes que j'ai fait à travers ce livre. Et ce festival, voilà, ça donne l'occasion, parce que c'est un quartier où il y a beaucoup de fantômes littéraires et une histoire littéraire très forte. Et d'être ici aujourd'hui, c'est très fort de pouvoir porter leur voix jusqu'ici. Pour moi, et pour elles aussi, toutes ces femmes que j'ai croisées, il y en a beaucoup qui disaient qu'il y avait beaucoup de choses à dire et qui voulaient être entendues. Voilà. Vous dédicacez à ces femmes ce livre? Oui, à elles, et c'est elles qui font le témoignage de ce livre. Moi, j'ai enregistré leur voix, en fait, et c'est pas ma voix intérieure que j'ai cherchée, c'est leur voix sur lesquelles je me suis basée pour écrire le livre, pour qu'on entende leur voix, et elles-mêmes, elles ont raconté
avec rage, avec sensibilité, leur parcours, alors qu'elles étaient, elles étaient même pas à l'abri quand elles l'ont raconté. C'était même pas des années après, elles étaient en train de le vivre. Donc elles ont pris des risques pour témoigner. Vous auriez quelque chose à dire avant qu'on interrompe cette interview, qu'on a envie de garder très longtemps, on a envie de continuer de parler, parce que quelque part nous portons leur voix, comme vous avez porté vous leur voix, et elles résonnent comme au secours, donc comme un SOS. Oui, oui, c'est leur voix, disons elles ont témoigné d'une voix forte, elles ont témoigné de leur espoir, de leur lutte aussi. J'ai beaucoup appris en rencontrant des activistes de leur espoir. Elles croyaient encore en la justice, et ça c'était quelque chose de très fort aussi que j'ai rencontré sur ce parcours migratoire, c'était qu'elles croyaient encore à une justice. Et voilà. Et vous, après avoir vu tout ça, après avoir vécu tout ça, entendu tout ça, vous croyez encore en une justice? En tout cas, oui, quelque part oui, parce que j'ai rencontré des personnes qui sont tellement fortes et incroyables, que ce soit des activistes ou des femmes elles-mêmes, que oui, j'y crois. Comme elles y croient d'ailleurs. Elles m'ont donné beaucoup de force. Et la solidarité aussi est belle, je pense. Oui, il y a de la solidarité. Vous êtes très émouvante. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Nous étions dans le cadre du Festival Quartier du Livre, librairie éphémère, Camilla Panhard, par Jeanne Orion, et nous parlions du fémicide et du livre de Camilla, No Woman's Land. Un grand merci, vraiment. Merci C'est à vous. très émouvant, vraiment, merci beaucoup. Non, merci.